Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui et je tiens à remercier votre président pour l'organisation de cette journée et pour son invitation. Je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, revenir avec vous sur les thématiques que vous avez abordées ce matin sur l'avenir de l'élevage dans votre belle région. Vous êtes dans une région où l'élevage est très diversifié, à l'image de la richesse de notre modèle d'élevage, avec des exploitations laitières, mais aussi des élevages de volailles et une filière porcine d'excellence. C'est pourquoi la question de l'avenir se pose tout particulièrement ici. Nous devons nous y préparer en faisant d'abord face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés, au premier rang desquels celui du renouvellement générationnel. Alors oui, sur ce défi du renouvellement générationnel, l'enjeu est colossal, dans le domaine de l'agriculture de manière générale, mais surtout dans le domaine de l'élevage. C'est l'un des enjeux de la future politique agricole commune, c'est l'un des enjeux de l'enseignement agricole, c'est l'un des enjeux aussi des campagnes de communication que nous avons pu entreprendre, à l'image de la communication pour les entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple de France. Tous ces éléments doivent nous permettre d'attirer davantage de jeunes et de susciter des vocations. Mais c'est aussi et surtout le sens du travail que j'ai entrepris depuis mon arrivée à la tête de ce ministère en faveur d'une meilleure rémunération des producteurs. C'est la mère des batailles. Il ne sera pas possible de faire face au renouvellement générationnel si nous ne sommes pas en mesure d'améliorer la rémunération des producteurs pour faire en sorte que ces derniers soient payés à la juste valeur du travail et de la qualité de leur production. Alors vous le savez, les États généraux de l'alimentation et la loi Egalim qui en découle ont permis des changements, des améliorations. Ils ont permis de changer de paradigme en rappelant la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs. Cela passe par une meilleure prise en compte des coûts de production et par l'utilisation d'indicateurs dans les contrats. Derrière, c'est aussi une logique de création de valeur qui prévaut, basée sur une montée en gamme et sur une structuration des filières. Cette loi Egalim, elle a apporté des premiers résultats. Elle a permis aussi de changer, à certains égards, un état d'esprit, des collaborations renforcées entre les maillons de la chaîne alimentaire. Mais disons-le clairement, cette loi Egalim, si elle était nécessaire, elle n'était pas suffisante. Les résultats que nous escomptions aujourd'hui ne sont pas suffisamment au rendez-vous. Le prix payé cours de ferme aujourd'hui n'est pas à la hauteur de la qualité du travail ou même du travail engagé. Et c'est pour cela que nous devons remettre l'ouvrage sur le métier. C'est ce que nous avons fait avec la loi Egalim 2. Cette loi Egalim 2 va beaucoup plus loin que la loi Egalim 1. Elle sera débattue au Sénat d'ici quelques jours. Elle va beaucoup plus loin que la loi Egalim 1 parce qu'elle fixe des lignes directrices pour renforcer le principe de la marche en avant du prix, pour donner de la visibilité aux agriculteurs via la contractualisation et la pluriannualité, mais aussi, et c'est totalement nécessaire à mes yeux, pour sanctuariser le prix des matières premières agricoles dans les négociations commerciales. Cela a été discuté avec vos représentants. Cela fait l'objet de beaucoup de travaux que nous avons eus avec les différentes filières. Cela revient en fait à remettre de la régulation dans les négociations commerciales en revenant sur ce que la loi LME de 2008 avait eu comme impact de dérégulation. Et cette dérégulation avait eu comme conséquence de faire naître et d'attiser cette guerre des prix qui est néfaste pour toute la chaîne agroalimentaire, au premier rang desquels pour le secteur le plus en amont, c'est-à-dire la production et notamment l'élevage. Et sur cette question de la rémunération, sur cette question de la loi Egalim 2, je voudrais que vous ayez conscience que je ne lâcherai rien. Nous avons décidé de remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et donc nous allons aller beaucoup plus loin à travers cette loi qui sera débattue dans les prochains jours pour entrer en vigueur dans le cadre des prochaines négociations commerciales qui commencent dans les prochains mois. Au-delà de ces défis, nos filières, elles doivent également pouvoir trouver de nouveaux débouchés. Et à ce sujet, je voudrais féliciter les nombreux éleveurs de votre région qui se sont engagés dans des démarches de labellisation ou de montée en gamme. C'est une excellente initiative qui permet notamment de relever la question de la diversité des débouchés. Mais comme vous le savez, la loi Egalim va également imposer à la restauration collective d'intégrer dans ses menus au moins 50% de produits alimentaires durables ou sous signe de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques, d'ici janvier 2022. Cela doit être
très largement démultiplié sur les territoires. C'est au bénéfice d'abord de la nutrition de nos enfants, de la nutrition de l'ensemble qui vont dans ces restaurations collectives, mais c'est également extrêmement bénéfique, évidemment, pour l'élevage et les éleveurs français. Et donc faire le choix de distribuer vos produits dans la restauration collective, et notamment dans les cantines scolaires, c'est vous assurer de nouveaux débouchés et garantir aussi un renforcement de nos filières. Et là aussi, c'est pour moi une conviction que j'ai chevillée au corps. Nous devons absolument renforcer la part des produits locaux et des produits de qualité dans notre restauration collective. Comment aujourd'hui peut-on accepter que plus de la moitié des viandes consommées dans les cantines de nos enfants et de la viande importée? Cela ne fait pas sens. Nous avons d'ailleurs renforcé ces objectifs de la loi Egalim pour la restauration collective au sein de la dernière loi climat en portant à 60% la part des produits durables et de qualité à intégrer au menu des cantines scolaires s'agissant de la viande. Enfin, dernier point sur ces débouchés très important à mes yeux, c'est la question de l'étiquetage de l'origine des viandes servies dans la restauration collective. Cet étiquetage, il est attendu depuis longtemps par grand nombre d'entre vous et je prendrai le décret dans les tout prochains mois avant la fin de l'année pour le rendre obligatoire et le mettre en œuvre au cours de l'année 2022. Il concernera tous les types de viande et je crois que c'est très important. Et je n'oublie pas non plus l'importance des projets ancrés dans les territoires qui favorisent l'accès de tous à une alimentation saine, sûre et locale. Je pense notamment aux projets alimentaires territoriaux que j'ai tenu à soutenir dans le cadre du plan France Relance et qui se développent partout sur le territoire. Et ces projets constituent d'ailleurs eux aussi de véritables opportunités pour les agriculteurs en termes de débouchés. Alors oui, c'est par la création de valeur que nous parviendrons à surmonter les difficultés, comme je le constate en ce moment dans certains secteurs. C'est avec une hausse des prix payés cours de ferme que nous arriverons à faire face, par exemple, à l'augmentation des charges sans précédent liées, par exemple, à l'augmentation des prix des matières alimentaires pour nos bétails. C'est aussi en renforçant notre indépendance, notamment par exemple des importations de soja brésilien, que nous arriverons à renforcer la résilience de nos élevages. Les efforts ont été intenses sur ce point avec le plan de relance pour relocaliser les productions en France ou à travers la future politique agricole commune. C'est essentiel, nous continuerons en ce sens. Et dans un deuxième temps, je voudrais également revenir avec vous sur les arbitrages que j'ai rendus en mai et en juillet dernier concernant le plan stratégique national et sur leurs impacts pour vos filières. Plusieurs axes ont guidé ces arbitrages. En premier lieu, une PAC qui consolide les revenus tout en permettant d'investir. Ensuite, une PAC qui accompagne les transitions agroécologiques avec la mise en place d'un écorégime accessible, doté de 2 niveaux et 3 voies d'accès parallèles, mais également la mise en place de MAEC adaptés aux zones intermédiaires avec un fléchage de 30 millions d'euros en direction de ces zones. Je m'y étais engagé. J'ai également décidé un doublement à l'horizon 2027 des soutiens aux protéines végétales pour sortir de notre dépendance, notamment en soja brésilien que j'évoquais. Cela concerne en premier chef la production de l'alimentation animale et l'autonomie fourragère des élevages. Enfin, la réforme des aides bovines avec l'instauration d'une aide à l'UGB vise à accompagner la structuration de la filière, des filières, à inciter à la création de valeur sur nos territoires, alors que nos défis sont nombreux. Question des débouchés pour les allaitants, question de la décapitalisation laitière, pour ne citer que, et je sais qu'ils sont bien plus nombreux. Alors oui, j'ai bien en tête vos attentes et vos craintes. Et je continuerai, soyez-en certains, à avancer avec la même méthode, concertation et écoute avant toute décision. Avant de conclure, je souhaite également revenir avec vous sur une question qui, je le sais, est une source d'inquiétude pour les éleveurs. L'élevage est souvent pointé du doigt pour son empreinte carbone et son impact sur le changement climatique. Comme vous, je suis convaincu que nous pouvons identifier ensemble des solutions pour valoriser économiquement les réductions de carbone et ainsi allier création de valeur environnementale et économique. Je crois au cas particulier beaucoup au diagnostic carbone que nous avons lancé dans le plan de France Relance ou encore aux méthodologies que nous avons développées avec par exemple France Carbone Agri. Je vous invite à en prendre connaissance et à vous en saisir car je crois que c'est là un bel exemple que nous pouvons montrer comme une agriculture source de solutions face aux défis du changement climatique. Le carbone en est un très bon exemple. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers que nous traitons collégialement aujourd'hui, beaucoup d'attentes, parfois des craintes, toujours dans le dialogue,
toujours dans la concertation et toujours, soyez-en sûrs, avec un ministre qui est à vos côtés. Je crois dans nos belles filières, je crois dans nos filières du territoire, je crois qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte et donc je continuerai à me battre avec beaucoup de détermination à vos côtés. Je vous souhaite de fructueux échanges pour cet après-midi et je vous dis à très bientôt.